went like. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus particulière puisqu'on va parler de la petite île de Jeju, donc qui est située juste au sud de la Corée du Sud. Il me semble qu'elle est à 80 km des côtes seulement. Alors déjà je voulais vous remercier pour les plus de 1000 vues sur ma dernière vidéo que j'ai fait par rapport à la LEA anglais-coréen. Et voilà, moi je suis pas trop sur les vues, c'est pas ce qui m'importe, mais je suis vraiment contente d'avoir pu aider autant de personnes. J'ai eu beaucoup de retours aussi en commentaire qui étaient tous adorables et vraiment ça m'a fait chaud au cœur de voir que ça vous a apporté quelque chose. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon itinéraire que j'ai pu faire l'année dernière, donc en juillet 2020, avec une amie à moi. Ça a duré 5 jours. Si vous voulez partir à Jeju, le mieux c'est d'y aller minimum 5 à 7 jours. Mais l'île reste assez petite et il faut savoir donc que l'île entière est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que à part Alasan, il y a également plein d'autres lieux naturels qui sont incroyables et qui ont besoin d'être protégés. Avant de parler du voyage à Jeju même, j'aimerais vous dire un petit peu quels sont les essentiels pour partir en Corée du Sud, qu'est-ce qu'il faut absolument avoir sur soi. Alors tout d'abord, il vous faudra bien évidemment votre passeport. En tant que résident français, si vous allez en Corée du Sud moins de 3 mois, donc moins de 90 jours, vous n'avez pas besoin de visa particulier, vous pouvez venir en tant que touriste là-bas. Par contre, si vous allez venir en tant que visa par exemple étudiant ou pour travailler, vous aurez besoin d'un visa pour rester plus longtemps que 3 mois. Donc moi par exemple, comme j'étais partie l'année dernière dans le cadre de mon échange universitaire, j'avais dû faire un visa étudiant pour pouvoir partir et rester en Corée plus de 3 mois, puisque j'y suis restée au total 5 mois. Donc moi j'avais fait mon visa étudiant, voilà, qui me permettait de rester 4 mois. Mais comme vous le savez, c'est pas suffisant puisque je suis restée donc 5 mois. Mais ce qui est bien en Corée, c'est que quand vous y allez en tant qu'étudiant d'échange, vous pouvez demander donc la carte, enfin c'est même obligatoire, ARC, Alien Registration Card. Elle est valable 6 mois, donc après les 6 mois, il me semble que ça peut être renouvelable si par exemple vous refaites un semestre en Corée du Sud ou que vous voulez rester et que vous avez besoin donc de ce visa. Ensuite, bien sûr, vous aurez besoin de votre carte bancaire. Faites attention avec votre banque, il faut que votre carte soit bien utilisable en Corée, sachant qu'en France, on ne peut pas faire du change à l'avance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander des won en France à l'avance. Il me semble qu'on peut le faire quand même avec la Banque de France, mais ça reste très compliqué et je vous conseille juste d'aller en Corée et de retirer à ce moment-là. Ce que vous pouvez voir aussi avec votre banque française, c'est un petit forfait voyage avec votre carte, donc qui vous permettra de ne pas avoir trop de frais ou pas du tout de frais quand vous allez retirer ou juste payer par carte bancaire dans les magasins, dans les restaurants, tout ça en Corée. Et donc une fois que vous êtes en Corée, vous trouverez plein de distributeurs de toute façon et ils vous permettront de retirer l'argent coréen, les won. Alors j'avais ramené quelques billets parce que j'avais pas finalement tout utilisé et pour avoir un souvenir. Vous avez les billets de 10 000 avec souvent en fait ils vont représenter des rois. Il y a aussi donc un billet de 5000 won. Voilà. Moi je les trouve vraiment jolis ces billets. Et de 1000 won. Ensuite vous avez les petites pièces qui honnêtement ne servent pas à grand chose parce que la valeur du won est assez basse comparée à l'euro. Donc par exemple pour le billet de 1000 ça va faire à peu près 80 centimes. Pour le billet de 5000 ça vous fera environ 3-4 euros. Et pour 10 000 là on passe déjà à 7-8 euros il me semble. Il y a aussi un billet de 50 000 won. Et donc voilà les petites pièces qui ne vous serviront pas beaucoup à part celle de 500. Et ça, c'est, il me semble que celle de D1 c'est la plus petite. Et si vous avez besoin, bien sûr, il y a des applications qui existent pour convertir les euros en won et même toutes les monnaies du monde. Et enfin, un indispensable pour voyager en Corée, c'est la T-Money Card. Moi j'avais choisi Mang et celle-ci date de 2018 parce que si vous en achetez une et que vous voulez la réutiliser,
des années plus tard, il n'y aura pas de souci. Vous aurez juste à la recharger aux bornes dans le métro par exemple, et vous avez plein de motifs différents, donc vous choisissez en arrivant en Corée, vous allez dans un convenience store et normalement vous allez trouver des magasins qui vendent ces cartes T-Money puisqu'elles sont essentielles pour prendre le métro, le bus, enfin beaucoup de moyens de transport. Et c'est pas comme en France où on doit changer de système de carte quand on va par exemple à Paris, qu'on passe à Lyon, qu'on passe à La Rochelle ou quoi. Non, en fait là ils ont vraiment une carte pour toute la Corée. Donc ensuite si vous allez à Busan, si vous allez à Jeju, Yeosu, n'importe où, vous utiliserez la même carte pour prendre le métro ou le bus, tout ça. Donc ça c'est vraiment pratique. De toute façon les Coréens pensent toujours de façon logique et pratique, contrairement à nous. Et si vous voulez vraiment vous fondre dans le décor, passer inaperçu parmi les Coréens quand vous visitez l'été la Corée du Sud, vous achetez un petit ventilateur. Tous les Coréens en ont presque l'été parce que c'est vrai que l'atmosphère est tellement lourde niveau chaleur et humide et clairement tout le monde se balade avec ça, il n'y a pas de souci. Alors, quelques petites choses à savoir quand on visite la Corée. Donc premièrement, ne pas boire l'eau du robinet. Et oui, en Corée du Sud, ils ont beau être très développés ou quoi, les eaux du robinet ne sont pas encore très potables, c'est-à-dire que vous n'allez pas mourir si vous buvez de l'eau du robinet, ça m'est déjà arrivé, mais je peux vous dire que quand vous buvez de l'eau du robinet, les Coréens sont très inquiets pour votre santé. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours acheter l'eau en bouteille. Vous n'avez pas besoin de laisser de pourboire en Corée, c'est pas quelque chose qui se fait. Je pense que les Coréens aiment recevoir ce pourquoi ils ont travaillé. Et enfin, comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont encore pas la majorité en France ou alors qui ont 18 ans, voilà. Il faut savoir que la majorité en Corée du Sud c'est 20 ans. Oui, parce qu'avec le système d'âge coréen qui vous rajoute 2 ans de plus que ce que vous avez déjà, c'est la majorité à 20 ans. Donc en fait, en Corée du Sud, le système d'âge est différent puisque il compte les 9 mois passés donc dans le ventre de la mère, ce qui vous fait déjà 1 an, 9 mois mais ils arrondissent à 1 an. Et ensuite tout le monde prend 1 an au premier de l'an. Donc c'est-à-dire que au jour de l'an, c'est un peu l'anniversaire de tout le monde prend 1 an. Donc si on ajoute les 9 mois dans le ventre de votre mère plus les 1 an le 1er janvier, ça vous fait donc 2 ans de plus au 1er janvier de chaque année. Donc par exemple, quand c'est votre année des 18 ans, en Corée du Sud, vous aurez seulement 19 ans. Ce qui veut dire pas de bar, pas d'alcool, pas de boîte, enfin tout ce qui est interdit aux mineurs, interdit. Alors que si vous partez l'année de vos 19 ans en Corée du Sud, vous aurez donc 20 ans. Et là, vous serez majeur là-bas. Donc même si vous êtes majeur en France, que vous avez 18 ans ici, ça veut pas dire que vous serez majeur en Corée. Allez, assez parlé de tout ça, maintenant on passe à ce qui nous intéresse principalement dans cette vidéo, c'est la petite île, enfin petite, c'est déjà pas mal, de Jeju. Donc c'est une île dont le tour peut se faire assez rapidement en soi, que ce soit en voiture ou à vélo pour les plus sportifs. On peut vraiment faire le tour de cette île, surtout qu'ils ont super bien aménagé. Tout le long de l'île de Jeju, il y a des Ole Trail. Donc Ole, dans le dialecte de Jeju en coréen, ça veut dire ruelle, allée. Et donc vous allez avoir ces petits chemins qui font absolument tout le tour de l'île, même les petites îles qu'il y a autour, comme la petite île de Udo. Et en général, même si parfois on a eu quelques mauvaises surprises, c'est assez bien aménagé. Je dis mauvaise surprise parce que parfois il y a des petits endroits qui sont pas entretenus du tout et vous vous retrouvez un petit peu à devoir passer parmi les feuilles, les fougères, tout ça. Je vais pas trop m'étaler sur la description de ces Ole Trail et en plus ils sont indiqués sur Kakao Map. Oui, Kakao Map qui est très important aussi quand on voyage en Corée parce que la Google Map, n'a pas les droits sur la carte de Corée et donc vous pouvez oublier l'idée d'utiliser Google Maps pour vous déplacer en Corée parce que ça n'aura pas tous les bons itinéraires, les bons chemins, voilà. Moi je vous conseille vraiment Kakao Map et dessus je disais donc il y a les petits Ole Trail qui sont indiqués d'ailleurs. Donc de toute façon pour les Ole Trail vous tapez ça sur internet et vous trouverez absolument plein d'informations, d'itinéraires, enfin quels sont les meilleurs Ole Trail par exemple à faire et lesquels étaient les plus intéressants sur lesquels il y aurait par exemple des choses à voir vraiment très intéressantes. Jeju l'été c'est un endroit où il y aura énormément de touristes
parce que c'est un endroit très prisé, surtout par les Coréens, parce que comme ils ont souvent qu'une semaine de vacances ou que quelques jours, c'est vrai qu'ils aiment venir sur cette petite île qui a seulement 1 heure d'avion de Séoul. Oui, parce qu'en Corée ils ont très peu de vacances, c'est-à-dire une semaine à tout casser ou quelques jours. Donc c'est cool pour venir en famille, pour se détendre, et surtout ils adorent venir ici pour retrouver un petit peu la nature et s'évader de la ville de Séoul. Alors pour aller à Jeju depuis Séoul, ou même depuis une autre ville, moi je vous conseille tout simplement de prendre l'avion, pas le bateau, ce sera trop compliqué et trop long. Et je vous conseille la compagnie Korean Air, donc c'est l'équivalent de Air France en Corée. Ils sont vraiment très bien, et si vous avez n'importe quel problème ou quoi, ils sont vraiment réglo pour se faire rembourser, pour changer un vol, je n'ai jamais eu de problème. Ça coûte environ 60 000 won, donc voilà, environ une cinquantaine d'euros pour un aller. Le site est en français, c'est vraiment hyper simple d'utilisation pour acheter ses billets. De toute façon à Jeju, il y a un seul aéroport qui se situe à Jeju-si, c'est situé juste tout au nord de l'île. Ensuite, si vous voulez vous déplacer ailleurs dans l'île et aller au sud par exemple comme on a fait, vous avez tout un tas de bus qui y vont, donc vous en prenez un et vous mettrez environ 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'en bus ça prend toujours un petit peu plus de temps que si vous y alliez en taxi. Bien sûr voilà, donc vous pouvez prendre un taxi ou quoi, mais ça vous coûtera forcément beaucoup plus cher. Quand on est arrivé à Jeju le premier jour, on est arrivé bien sûr à l'aéroport de Jeju, on a pris un bus direction Sogwipo et l'hôtel JNB. J'avais repéré plusieurs hôtels qui étaient vraiment pas mal, même très très bien, parce que c'est toujours moins cher d'un point de vue français quand on arrive avec nos euros et qu'on convertit en won. Ça fera des hôtels vraiment de luxe qu'on aurait eu à je ne sais pas combien en France. Là-bas en Corée c'est pas cher, donc vous pouvez vous faire plaisir là-dessus. N'hésitez pas à prendre voilà, un hôtel avec une belle vue, avec une piscine, pour pouvoir par exemple vous détendre quand vous rentrez d'une longue journée de rando. Je crois il n'y a pas mieux. Donc il me semble qu'on a dû prendre quand même 2 bus pour arriver jusqu'à notre hôtel. On a défait nos valises, pris ce qu'il fallait pour aller sur le premier Holy Trail et on est parti pour l'aventure à Sogwipo en premier. On est parti pour le premier Holy Trail qui était le numéro 6. Donc le point de départ c'était tout simplement le centre-ville de Sogwipo, donc voilà on a fait un petit tour vraiment vite fait. Et ensuite on est parti direction la côte. Donc en attraction sur ce Holy Trail numéro 6, vous aurez les Jeongbang Waterfall, donc les cascades de Jeongbang. C'est une petite randonnée le long de la mer, donc c'est vraiment hyper agréable. Et vous avez beaucoup de points de vue super sympas. Donc comme le trail était un petit peu trop long pour nous, on s'est arrêté un petit peu avant la fin et on a pris un café dans le Oreba Café. Et il y avait une vue directe sur la mer, c'était vraiment incroyable. On avait limite l'impression d'y mettre les pieds. Ensuite, on a pris la route principale pour remonter plus haut, pour arriver à un arrêt de bus pour retourner à notre hôtel. Donc quand vous faites le Holy Trail 6, ça vous fera environ 6 km de marche, mais comptez au moins 3-4 heures pour le faire, surtout si vous prenez votre temps, si vous vous arrêtez dans un petit café, que vous regardez la vue, tout ça. Ensuite, le deuxième jour, on a pris le Holy Trail numéro 8. Donc le point de départ, c'était le temple Yakchonsa, et on y est allé en bus. C'est un temple vraiment incroyable avec une vue sur la mer, donc ça donne vraiment une ambiance de fou. En fait, on a l'impression d'être au bout du monde et il est assez grand comme temple et en plus on peut rentrer dedans, ce qui n'est pas toujours le cas ou alors on n'ose pas. Et l'intérieur était vraiment ouf. Bien sûr, quand vous visitez des temples en Corée, n'oubliez pas d'enlever vos chaussures avant de rentrer dans le temple. Comme quand vous rentrez d'ailleurs dans une maison coréenne de quelqu'un, surtout enlevez vos chaussures, ne rentrez jamais plus loin que, vous savez, le petit palier d'entrée avec vos chaussures. Là, ce serait vraiment irrespectueux. Et donc, normalement, ils vous donnent des petites pantoufles, voilà, pour marcher dans la maison après avoir enlevé vos chaussures. On a mangé dans un petit convenience store GS25, mais c'était vraiment rigolo parce qu'il ressemblait à un petit temple. En fait, ils avaient fait la déco comme ça, avant de continuer donc notre route sur le Holy Trail 8. Donc après environ 1 heure de marche, on a enfin atteint les falaises Jusangjolide, qui sont vraiment incroyable, même si honnêtement on s'attendait à un peu plus, mais ça vaut vraiment le coup quand même d'aller voir. Donc Jusangjolide, en fait c'est des falaises qui ont une forme assez particulière sous forme de cône un peu, et en fait ça a été formé par les éruptions du volcan Alasan, bon maintenant qui est éteint, et donc les éruptions de lave sont venues jusqu'à la mer, et vous savez quand elles ont donc touché l'eau comme ça, elles étaient tellement chaudes et quand elles ont touché l'eau, ça s'est donc figé sous forme de cône en fait. Donc ça, voilà, c'est vrai que c'est assez impressionnant et c'est une curiosité à aller voir quand même. Et enfin pour finir le trail, direction la plage Jungmun, donc qui était
assez joli, surtout que en fait vous aviez vraiment l'eau, la plage et juste derrière un petit peu la falaise, la montagne quoi, avec les arbres, tout ça. Alors en Corée, vous avez le droit de vous baigner, mais peu importe où vous allez, il y aura toujours des maîtres nageurs. Ils sont un petit peu trop protecteurs, on va dire. Nous, on pourrait faire 10 km dans l'eau ou quoi que ce soit, personne nous dirait rien, hein, c'est à nos risques et périls. Mais chez eux, c'est pas du tout ça. Dès qu'il y a un petit peu trop de vagues ou dès que vous vous éloignez un petit peu trop du bord, les maîtres nageurs sifflent et vous êtes rappelé à l'ordre direct de revenir plus près du bord. Donc ça peut être un petit peu pénible, surtout que nous, en tant que Français, on aime bien avoir notre liberté de faire ce qu'on veut. Mais voilà, les maîtres nageurs seront toujours là pour vous sauver la vie, ça c'est sûr. Un petit point culturel aussi, les Coréens, quand ils vont à la plage, ils ne se mettent pas en bikini ou en slip de bain ou quoi que ce soit. Ils vont très souvent porter des combinaisons, des t-shirts ou des shorts qui arrivent au moins à mi-cuisse. Du coup, c'est vrai que quand vous arrivez avec votre petit bikini ou que vous mettez voilà, torse nu, j'en sais rien, ça peut être assez gênant pour vous. En tout cas, ça l'est pour moi. Après, tout dépend des personnalités. Hein, voilà, vous pouvez vous en foutre complètement. Mais quand vous voyez donc tout le monde qui est habillé à la plage, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément à l'aise. Et honnêtement, hein, les Coréens vont vous regarder, hein, vous dévisager un peu en se disant voilà, c'est l'étrangère qui vient et qui est hyper à l'aise et qui se met à moitié à poil quoi. Ça, c'est vraiment la réalité qu'on a rencontrée sur les plages en Corée. Donc après, vous faites comme vous voulez. Mais honnêtement, je pense que la prochaine fois que j'y retournerai, je mettrai au moins un maillot de bain une pièce parce que vraiment le regard des autres, c'était très lourd. Voilà, et après ce petit moment de détente, on est rentré à notre hôtel. Pareil, donc comptez au moins 6 km de marche, donc environ 4 heures si vous prenez votre temps aussi. Alors niveau gastronomie, un incontournable de Jeju bien sûr, c'est le porc noir, Hukdoeji. C'est la spécialité qu'il faut manger en barbecue coréen. Donc le soir on s'est fait un de nos meilleurs restos coréens clairement. On a décidé d'aller manger du porc noir en barbecue et on est allé dans un petit restaurant où les grand-mères étaient vraiment super sympas. Ça se voyait en fait, elles voulaient montrer leur bonne cuisine aux étrangers. Et ça faisait vraiment plaisir, je trouvais, d'être si bien reçus par des Coréens qui ne sont pas du tout de la même génération que nous, et surtout à Jeju. Autant à Séoul, c'est assez normal et ils envoient beaucoup des étrangers. Même à Jeju, tout ça, elles étaient super contentes de nous voir là et de nous voir s'intéresser et parler un petit peu coréen aussi avec elles. C'était vraiment cool. Elles nous ont apporté des tonnes de plats d'accompagnement, même un jeon aux légumes, ce qui est assez rare, je trouve, en plat d'accompagnement. C'était des premières fois qu'on nous donnait ça. Le jeon, c'est une sorte de galette pancake coréen. On a aussi goûté le soju de Hallasan, pas celui à 21 degrés, mais celui à 17, et il était vraiment excellent. Et donc pourquoi le soju de Hallasan? Tout simplement parce qu'ils ont mis de l'eau de la source de Hallasan dans le soju de Jeju Hallasan. C'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez aller dans les différentes villes de Corée, dans les différentes régions, vous aurez aussi les petites spécialités comme ça, et même pour l'alcool, donc le soju et le makgeolli, il en existe plein de sortes, suivant la région où vous vous trouvez. Le troisième jour, on a décidé d'aller dans le nord de Jeju. Donc je l'avais déjà fait en 2018, mais c'était vraiment tellement bien que je me suis dit allez, on y retourne. Et mon amie l'avait pas encore fait, donc c'était vraiment l'occasion pour elle de voir ça. On n'a pas fait une randonnée, voilà, moins de marche de prévu pour pouvoir se reposer un peu. C'est vrai qu'on avait déjà un petit peu de courbature, tout ça. Bon, malheureusement, ce jour-là, on a eu plutôt de la pluie, donc c'était moins paradisiaque que dans mes souvenirs, mais il y a eu quand même des éclaircies et c'était vraiment cool. On a pris un bus de Sogwipo pour aller jusqu'au nord à Hyokjae Beach, et ça nous a pris bien 2 heures, je dirais, donc c'est assez long. En bus, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur moyen. Comme disent les Coréens, mais pourquoi vous allez à Jeju si vous avez pas de voiture? En bus, c'est affreux, vous pouvez pas visiter en bus. C'est pas qu'on peut pas, on peut visiter en bus. C'est juste que ça prend forcément plus de temps que quand on a sa petite voiture personnelle. Mais voilà, quand on n'a pas le choix, on prend les bus, et bon, ça se fait quand même. On a donc fait un tour dans le parc Harim, qui est vraiment magnifique, parce qu'il est très grand, il y a beaucoup de sortes de plantes, il y a même des animaux, il y a des paons qui se baladent dans la nature, donc c'est vraiment bien comme parc. Je dirais qu'il faut compter au moins 2 bonnes heures pour le faire. Et il y a 2 grottes qui sont sous forme de tunnels, et en fait elles ont été formées par la lave lors de l'éruption du volcan Ala, il y a environ 25 millions d'années. Et donc pour l'anecdote, selon Lonely Planet, les grottes Hyokjae-gul et Sangyong-gul font partie d'un tunnel de lave long de 17 km et seraient les seuls au monde de ce type à abriter à la fois des stalagmites et des stalactites. J'espère que vous savez la différence. En plus c'est assez drôle parce qu'il y a plusieurs légendes par rapport à ces grottes qui sont en effet assez mystérieuses.
Et donc si vous voulez visiter, vous pourrez lire les petites pancartes avec les légendes. Il y en a une d'ailleurs par rapport à un dragon qui aurait habité dans cette grotte. Donc après avoir visité la plage et s'être posé un petit peu, manger une petite glace, tout ça, on est rentré pas trop tard. Le 4e jour, direction la petite île de Udo. Elle est très prisée par les Coréens parce que c'est assez sympa de faire le tour et c'est surtout très romantique. Donc vous aurez aussi énormément de couples qui y vont. La première étape, c'était de prendre un bus pendant environ 1h30 qui allait jusqu'au port de Songsan. Ensuite, on a pris un bateau pendant environ 20 à 30 minutes qui nous a déposé au port de Cheongjin, donc sur la petite île d'Udo. Alors l'île d'Udo, c'est assez simple, elle est pas très grande et faire le tour, ça fait environ 16 km. Après, il faut compter la journée, le temps d'y aller, le temps d'en profiter, de faire des temps de pause, de faire la plage par exemple. Un conseil, c'est de venir tôt le matin, voilà, dès que vous pouvez, pour éviter qu'il y ait trop de touristes l'après-midi. Alors le truc à absolument faire, et que tout le monde fait d'ailleurs, c'est de louer des vélos quand vous arrivez sur l'île. Donc tout est fait pour, dès que vous arrivez, il y a plein de magasins coréens qui vous hurlent de venir acheter leurs vélos. Les Coréens, je sais pas si vous savez, mais ils adorent prendre des photos, et quand ils viennent sur l'île d'Udo, c'est pas pour faire du sport ou quoi, c'est pour venir prendre des jolies photos. Donc eux forcément ils vont pas prendre les vélos manuels, ils vont prendre des vélos électriques mais surtout des mini voitures en fait. Et ça leur permet de faire le tour de l'île tout en étant hyper instagrammables pour leurs photos. Bon, nous, bien sûr, en tant que Françaises, on a pris des vélos pas électriques, et donc on a demandé, on était à peu près les seuls sur l'île d'ailleurs à demander ça, des vélos manuels. Comme ils n'ont pas l'habitude de ce genre de demande, ils ont dû aller chercher des vélos assez vieux dans leur garage, derrière leur magasin, mais ils nous ont quand même trouvé des vélos qui étaient à peu près potables. Voilà, nous on s'est dit, pour faire 16 km, on va clairement pas prendre un vélo électrique. Surtout qu'après avoir fait le tour, on s'est rendu compte que c'était que du plat ou presque. Donc c'est vraiment super sympa comme balade à faire. Il y a plusieurs plages, il y a des maisons assez typiques, il y a des belles choses naturelles à voir. Le midi, on a mangé dans un restaurant qui était vraiment super bon. Ça s'appelle Samsonai et c'est juste à côté d'une plage. Quand on est arrivé, on savait pas trop où on allait manger, mais on a vu ce restaurant et on a vu qu'il y avait la queue dehors. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu d'attente, mais souvent quand il y a la queue, ça veut dire que c'est bon. En gros, ça va être des nouilles avec des fruits de mer, dont des ormeaux d'ailleurs, qui sont assez chers en France, mais en Corée, ça se trouve très facilement. Et c'était vraiment super bon. Le soir, on s'est encore fait un barbecue coréen, parce que il y avait beaucoup de monde aussi à chaque fois devant ce restaurant qui est en centre-ville à Sogwipo. Je sais que la devanture donne pas trop envie. On a attendu sur un banc en bois à moitié cassé à l'entrée, mais vraiment c'est succulent et si vous voulez être plongé un petit peu dans l'ambiance à la coréenne dans un restaurant, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Les serveurs étaient super sympas, il y a une bonne ambiance. Donc le port noir de Jeju, il était encore une fois excellent. Et bien sûr, les plats d'accompagnement aussi. Cette fois-ci, on n'a pas pris le soju, mais on a pris l'alcool traditionnel, le makgeolli. Et donc là, il était à la cacahuète. Moi, je suis pas forcément fan du makgeolli, mais alors là, il était vraiment super bon. Bon, le dernier jour, je vous en parle quand même, mais je vous recommande pas ce qu'on a fait. C'était bien de tester, voilà, au moins on a vu ce que c'était, mais c'était vraiment pas ouf. Donc on a fait le Jeju Herb Dongsan. Donc en gros c'est un parc avec beaucoup de lumière, ça doit être mieux la nuit que le jour forcément. Mais par rapport au parc Halim par exemple, c'était vraiment pas ouf. Et juste après ça, on est allé à la plage à côté, la plage Pyoson. Mais finalement, elle était très très grande, oui, mais pas dingue non plus. Et il y avait énormément d'algues, donc on s'est même pas baigné. Du coup, si vous partez 5 jours, voire 7 jours, je vous conseille absolument de faire le mont Ala, donc Alasan. Si vous êtes courageux et voilà que vous avez la force de le faire, parce que c'est très très physique. Moi je l'avais fait en 2018, je pense ne jamais le refaire de ma vie, parce qu'une fois que vous le faites, ça vous marque à jamais. Donc soyez vraiment en bonne condition physique pour le faire, c'est quand même vraiment difficile. Pendant environ 8 heures, vous allez monter et descendre des marches. Nous on avait mis 4 heures pour monter et 4 heures pour descendre. Nous on était partis du nord de l'île, donc on avait pris le chemin Gwaneumsa, qui fait environ 8 km, mais c'est pas 8 km de plat, hein, c'est 8 km d'escalier à peu près. Donc c'est pour ça que ça prend autant de temps. Il y a plusieurs chemins de randonnée qui partent un peu voilà, du sud, du nord, de l'ouest, de l'est, tout ça, de Alassane. Donc vous regardez celui qui vous correspond le mieux. En termes de difficulté ou de longueur, en fait, ils sont pas tous équivalents. Ce qui est vraiment bien avec cette expérience, c'est que vous vous surpassez. Et ça fait du bien quand même au moral. Moi, après avoir fait ça, en fait, j'ai un peu changé d'état d'esprit sur les choses. Parce que je me suis dit, Anaïs, t'as quand même pu faire cet effort physique qui est assez difficile, surtout quand on n'est pas sportif vraiment de base.
Donc ensuite, dès que je voyais un escalier de 30 marches, je me disais mais c'est vraiment rien comparé à ce que j'ai fait à Alassane. Bien sûr, nous, on n'avait pas eu de chance parce qu'arrivé au sommet, il y avait beaucoup de nuages et en fait, on n'a absolument rien vu. D'ailleurs, prévoyez bien la différence de température quand vous allez commencer et quand vous allez arriver au sommet. Une fois arrivé dans les nuages, il va faire assez froid, il va faire beaucoup de vent, humide et on avait vraiment regretté de ne pas avoir pris de petite veste ou quoi. Si vous le faites, oubliez pas non plus que vous allez avoir des courbatures comme pas possible le soir et le lendemain. Enfin, à moins que vous soyez très habitué et très sportif et il n'y aura pas de problème. Mais nous, on en a eu et donc le lendemain, voilà, prévoyez une sortie plage, une journée détente où vous n'allez pas faire une randonnée sur un Holy Trail par exemple. Je vous mets dans la barre d'infos les sites qui vous seront vraiment utiles pour votre voyage à Jeju. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce nouveau thème un peu de vidéo où je vous dis ce que vous pouvez faire en itinéraire, surtout en fait parce que je l'ai testé et approuvé. Donc là au moins vous savez que ça vaut le coup. Si je vous le recommande, c'est que vraiment il faut le faire et vous savez aussi quel chemin prendre, comment y aller. Donc ça je pense que c'est assez cool au niveau de ces vidéos, ça peut vraiment vous permettre de bien organiser votre voyage. Et je continuerai je pense sur les prochaines villes qu'on avait faites parce que j'ai quand même eu la chance de partir pas qu'à Jeju mais aussi à Yeosu, à Gyeongju, à Sokcho, à Incheon, tout ça. Donc c'est vraiment je pense une opportunité aussi pour vous donner des idées d'itinéraire, donner des idées de lieux à visiter et vous inspirer aussi pour aller voyager dans la Corée du Sud tout entière et pas seulement à Séoul. Parce que comme je dis, Séoul c'est vraiment une ville incroyable mais finalement ça représente pas la Corée du Sud en soi parce que tout le reste c'est quand même très nature et encore assez campagnard et un petit peu rustique parfois et c'est vraiment des coins qu'il faut aller voir aussi pour comprendre la Corée dans son ensemble. Si vous avez d'autres questions par rapport à comment voyager en Corée du Sud ou comment voyager à Jeju ou quoi, vous me la posez aussi, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour votre prochain voyage en Corée, j'espère que tout va s'arranger et que bientôt on pourra revoyager à nouveau, que la Corée rouvrira ses frontières, qu'on n'aura plus besoin de visa même en tant que touriste. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être sur une autre ville ou sur un autre thème. Let's go! Hey! 'Cause I'm in the stars tonight. Okay. So watch me